Aujourd'hui, on est en présence d'Alexandru Sorin, un ancien champion du monde de karaté qui est aussi l'entraîneur de l'équipe canadienne de karaté. Alors, bonjour Alexandru. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Donc, on a plusieurs questions pour vous aujourd'hui. D'abord, j'aimerais connaître un peu votre parcours. Parlez-nous de vous, de vos expériences. Oh, j'aime cette question. Plaisir de vous parler, plaisir de vous rencontrer. En premier, mon nom, c'est, comme toi, Michael t'a dit, c'est Alexandru Sorin. Moi, je viens original de la Roumanie, ça c'est en Europe d'Est. Puis, j'ai commencé le karaté quand j'étais petit. Avant de commencer le karaté, chaque année scolaire, avant de commencer, tous mes collègues, ils disaient, ah, moi, cette vacance d'été, je suis allé en Espagne. Moi, cette vacance d'été, je suis allé à Paris. Ah, c'était beau, le Paris. J'ai vu les Tours Eiffel. Une autre personne, moi, je suis allé à la montagne. Une autre personne, moi, je suis allé à l'océan. J'ai vu l'océan, la plage. C'était excellent. Puis dans ma tête, c'est devenu comme un rêve. Oh, moi aussi, je veux voyager. Et malheureusement, mes parents, ils n'ont pas eu les moyens de me donner à voyager. Et j'ai demandé à mon frère de faire du karaté. Et il m'a dit, avec une seule condition. J'ai dit, oui, je veux le faire. Il m'a dit de faire la split. Et je ne sais pas si les personnes qui écoutent cet enregistrement font la split. Est-ce que toi, Michael, tu peux faire la split? Ah là là, non, je suis pas une personne très flexible, donc faire le grand écart, Oui, c'est dans mes plans, mais c'est pas réussi. c'est ça. Et moi, je dis à mon frère, vas-y, c'est facile la split. J'ai essayé la split, puis j'ai pas réussi. Il m'a dit, bon, c'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui, tu peux le faire demain, dans un an, 2 ans, 5 ans. Oh non, je voulais faire le karaté le plus vite possible. Et de ça, on va parler aujourd'hui. Le plus important, c'est la persévérance. Ça veut dire jamais abandonner. Parce que la persévérance, ça mène loin. Ça mène loin. Je me suis pratiqué chaque jour pendant une semaine. À la fin, la première semaine, je dis à mon frère, voici la split. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Je me suis entraîné encore et la deuxième semaine, vous pensez que j'ai réussi? Non, j'ai pas réussi. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans la vie? Qu'est-ce qu'on apprend surtout en karaté? Puis, je sais pas, Michael, tu m'as dit que c'est pas tout le monde qui font du karaté, c'est vrai? Non, bien sûr, on Non, a plein d'élèves, mais je serais curieux de savoir combien au total. oui. Moi, ça m'a pris 3 semaines pour faire la split. À la fin de la troisième semaine, j'ai fait la split et j'ai une photo ici à vous montrer. Ici, j'étais petit, j'avais 13 ans, j'ai fait la split et mon frère m'a amené à une école de karaté. Ah, excellent. C'est Oui, le début d'une longue aventure. exactement. Ici, c'est plein des histoires. Est-ce que je peux continuer avec ça? Ah, mais oui, absolument. Oh my God. Voilà, je me suis présenté à l'école de karaté, puis tous les enfants, je fais des mouvements. Hein. Tous Ah, les bien enfants, sûr. ils faisaient comme un, deux, trois. J'ai dit, waouh, c'est trop cool le karaté. Puis avec le karaté, j'ai attendu que tu as la chance de voyager. Pour ça, enfant, j'ai commencé le karaté parce que j'ai vu un film, quelqu'un qui faisait de karaté, faisait des compétitions partout dans notre pays, en Roumanie, et partout dans le monde. Et je me dis, peut-être mes parents, ils n'ont pas eu l'argent de me donner à voyager, mais peut-être avec le karaté, je peux. Alors, j'ai entré dans l'école de karaté, je dis, wow, je suis trop content. Puis mon sensei en japonais, ça veut dire professeur du karaté, lui, il m'a dit, bon, c'est calme un peu. Le plus important des bénéfices du karaté, c'est, et quand vous allez voir, vous devrez répéter les mots que vous voyez sur l'écran. Okay? Le premier bénéfice du karaté, c'est le respect. Respect. Ah, je savais. Exactement, le respect. Oui, ben oui, c'est le plus important parce que écoutez bien, pas seulement dans le karaté, aussi dans la vie. Quand on donne du respect, on reçoit du respect. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais en général, il faut donner du respect pour faire des amis, pour avoir plus dans ta vie, plus que tu veux. Plus, mettons, tu es à l'école avec ton professeur de langue française surtout, il t'aide, il te donne des consignes. Toi, tu dis bien sûr que tu es respectueux, tu dis mère, si, mais oui. Et quand tu donnes des merci, des remerciements, quand tu es respectueux,
les professeurs vont avoir envie de t'aider encore plus. Quand tu te fais aider encore plus, tu vas progresser plus. Lève ta main si tu veux progresser plus vite. Ben oui, c'est comme ça partout. En karaté, au travail, à l'école, avec les parents. C'est très important de respecter aussi les parents. Le deuxième bénéfice que mon sensei m'a dit, c'est la discipline. La discipline, c'est, écoutez bien, la discipline, c'est de faire qu'est-ce qu'il faut faire, même si ça ne te tente pas. Alors, des fois, ça ne te tente pas peut-être de se réveiller à 6 heures du matin, d'aller à l'école, mais tu le fais quand même et je vous félicite pour ça. Ça, c'est la discipline. Ça se peut que tu fais du karaté ou tu fais du sport et ton entraîneur te demande de faire 10 push-ups et toi, tu les fais. Ça, c'est le progrès. Avec la discipline, c'est le progrès. Et aussi, la discipline, c'est amusant. Imaginez-vous, moi, j'aime le soccer aussi. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup de soccer. Puis, si tu ne suis pas les consignes, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir de plaisir. Alors, tout le monde prend les ballons, il court, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'amusement. C'est ça l'important de la discipline. Alors, la discipline, c'est aussi fun, c'est amusant. Mm-hmm. La troisième, c'est la confiance en soi. Il y a un grand sujet pour ça, on ne peut pas apprendre dans 3 secondes que je parle ici, mais la confiance, c'est aussi les regards. Quand tu parles avec quelqu'un, tu les regardes dans les yeux. Oui. Tu parles avec quelqu'un, quand tu marches à l'école, tu marches avec les épaules comme ça et tu regardes au sol? Non. Tu marches tout droit, regarde devant et quand tu parles avec quelqu'un, le professeur te dit bonjour avec une belle voix. Ça, c'est la confiance. La confiance, c'est aussi de te pousser plus loin, d'avoir le courage, la confiance en toi-même que tu peux. Et nous, dans notre école de karaté, on dit beaucoup « oui, je peux ». Oui. Et je peux pas dire un peu de qu'est-ce que j'ai fait maintenant. Maintenant, j'ai une académie de karaté à Montréal, ici au Canada. Et heureusement, depuis 5 ans, je suis l'entraîneur d'équipe du Canada. C'est extraordinaire parce que j'ai rêvé à ça. Je me suis dit, oh, peut-être c'est difficile, je ne sais pas si je peux aller loin, mais j'avais la confiance que je peux réussir. Oui, je peux. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Oui, je peux. Oui, je peux, exactement. Quand on dit oui, je peux, on va transmettre quelque chose à notre tête, puis on va se pousser pour réussir. Dans ce cheminement-là, pour arriver à ce rôle important déjà de professeur, de propriétaire d'une école d'arts martiaux, quels ont été un peu les défis que vous avez rencontrés dans votre entraînement en compétition ou même en voyage? Quel genre de défis vous avez rencontrés et que vous avez surmonté? Oui, merci pour ces questions. Ça, c'est pas facile. Des fois, on a des obstacles dans notre vie. Puis je vais vous donner des exemples. Quand j'ai ouvert une école de karaté, j'ai fait le deal avec le propriétaire de louer la place. Puis le propriétaire, il a monté le loyer après 1 mois, après 2 mois. Puis dans le contrat, il avait le droit de faire ça parce que je ne savais pas de lire les contrats. Je n'avais pas un avocat pour m'aider avec ça. Mm-hmm. Alors, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'étais stressé. Mais qu'est-ce que j'ai appris, surtout avec le sport, c'est la persévérance. La persévérance, ça mène loin, c'est ça. Je n'ai pas arrêté parce que dans ma vie sportive, c'est ça que j'ai appris, la persévérance. Il ne faut pas arrêter, il faut se dire aussi, oui, je peux. J'ai dépassé cet obstacle et finalement, j'ai ouvert une autre école de karaté. Maintenant, ça va très bien. On est très content d'aider beaucoup des enfants. On fait des championnats, on voyage dans des compétitions, pas maintenant avec le Covid, mais on a du plaisir avec ça. Même j'ai eu des difficultés à écrire un livre, mais avec la persévérance, j'ai réussi. J'ai écrit un livre qui se dit « Comment avoir du succès dans le sport et dans la vie ». Et moi, je me considère un gars de succès. Bien sûr. Et justement, comment est-ce qu'on devient un athlète de haut niveau comme ça? Quel genre même de sacrifice on doit faire pour l'entraînement, bien sûr le temps, et même le travail ou la vie personnelle? Comment on devient un athlète de haut niveau?
Oui, comme je disais plus tôt, tantôt, c'était que j'ai un frère plus grand et il m'a dit, il faut faire des sacrifices euh, pour arriver où tu veux. Mais maintenant, je regarde un peu en arrière, c'est vrai, théoriquement, j'ai fait des sacrifices. C'est comme, il y a des gens mes amis, ils sont allés à des parties chaque semaine, chaque fin de semaine, dans des discothèques, des clubs. euh, ils dansaient. Moi, j'ai manqué ça. Puis, c'est un sacrifice, je dois faire ça pour le karaté. Mais maintenant, parce que j'ai fini ma carrière d'athlète, je me dis, c'était pas vraiment un sacrifice. C'était un entraînement. C'était un entraînement pour avoir quelque chose de plus. Maintenant, peut-être les personnes qui étaient dans des parties à ce moment-là, maintenant, ils ne peuvent pas aller dans des parties à cause de différentes raisons. Un peut être l'argent. Et moi, à ce moment-là, je voyage, j'ai fait des parties, on ne peut pas, comme je disais tantôt, mais je peux aller à des parties. J'ai fait un entraînement pour avoir qu'est-ce que je veux maintenant. Puis tu parlais des compétitions, j'ai gagné plus de 150 médailles dans ma carrière et ça, c'est une des plus importantes, c'est la Coupe du Monde. C'était à Las Vegas. 150 médailles. Oui, 150. oui. Assez impressionnant. Combien d'heures d'entraînement par jour on va dire, dans votre carrière vous avez consacré là, pour les moments les plus intenses comme la Coupe du Monde? Oui. On faisait entraînement physique, ça veut dire dans l'entraînement de dojo, de karaté, bam bam, on faisait la course à l'extérieur. Je faisais à peu près 4 heures par jour. Et aussi, pour la Coupe du Monde, c'est pas seulement l'entraînement physique, c'est aussi l'entraînement mental. Et je faisais des analyses vidéo, je faisais des rencontres avec des psychologues sportifs et je faisais ça peut-être encore 2 heures par jour. Alors, au total, de peut-être 30 ou 40 heures par semaine. C'était comme un travail à temps plein. Exact, exact. Et peut-être certaines personnes seraient curieuses, est-ce que vous avez choisi un régime alimentaire particulier pour l'entraînement, hein? On sait, les gens font très attention à leur alimentation. Est-ce que dans ce contexte-là aussi, c'est quelque chose que vous avez, on va dire, expérimenté, testé ou même approuvé? Exactement. Et ici, j'ai un exemple, une histoire que j'ai entendue, je ne me rappelle pas où. Il disait que si tu as un cheval que tu veux le faire champion du monde, puis il est déjà bon, ton cheval, tu vas lui donner la bonne nourriture, la herbe, je ne sais pas quelle herbe, ou des vitamines, ou de l'eau, beaucoup de l'eau. À ce cheval, c'est sûr que tu ne vas pas lui donner des frites ou plein de gâteaux ou plein de Coca-Cola. C'est la même chose avec nous. Comme tu disais, la nutrition, c'est très important. Si je mets dans mon corps juste des Coca-Cola, ça va te ralentir dans tes exercices. Ça va te, euh, ça va pas t'aider. Je mangeais beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, euh, je prenais beaucoup d'eau parce que je suis comme le cheval, je veux être champion. C'est pas juste les entraînements, c'est aussi le mental, c'est aussi la nourriture. Et j'ai appris beaucoup avec ça parce que chaque compétition pendant plusieurs années, je devrais perdre 2 ou 3 kilos avant. Et juste pour maintenir ma catégorie, je devrais manger bien, je devrais m'abstenir à des cochonneries comme les chips Hmm. ou plein de Coca-Cola ou Pepsi. Non, j'avais envie des fois peut-être, mais non, je m'abstinais parce que on a un corps pour notre reste de la vie, puis on doit prendre soin de notre corps. Absolument. Ensuite, je change un peu de direction, mais donc tout ce parcours-là, ça vous a mené au Canada. Donc, vous avez décidé d'habiter au Canada. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 14 ans. 14 ans, OK. Et donc, est-ce que c'est pour une raison secrète? Quelle raison vous a mené au Canada? Oui, j'ai entendu que le Canada, c'est un pays qui est sécuritaire, puis les gens sont très gentils. En Mhm. plus, je suis jamais venu ici pour une compétition
Avant de venir ici, j'ai voyagé peut-être dans plus de 40 pays au monde, mais jamais au Canada. Mais j'attendais juste des bonnes choses. Alors, les Canadiens sont des ambassadeurs quand ils voyagent. J'arrivais au Canada parce que je voulais développer encore plus mes techniques de karaté. Et peut-être un jour de représenter l'équipe du Canada au championnat du monde. Puis c'est sûr, il y a plein de gens qui m'ont dit que, bon non, c'est impossible d'aller au Canada, c'est loin, c'est cher. Mais non, si tu veux, tu peux. Ici, c'est des photos dans mes compétitions. Oui. Puis, si j'ai gagné première place en compétition, oui, je peux gagner première place pour moi-même à l'école et dans ma vie. Très bien. Et donc, ça vous a, bien sûr, peut-être pas obligé, mais en tout cas, ça a fait que vous avez appris autant le français que l'anglais pour interagir. Comment ça s'est passé, l'apprentissage du français? Oui, avant d'arriver ici au Canada, je ne parlais pas du tout français, je parlais juste bonjour. Et après, je faisais des blagues avec des amis. Oui, 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 oui. On ne savait pas quoi dire, OK? Parce que j'ai voyagé plusieurs fois en France, mais je ne parlais pas la langue. Je parlais juste anglais. Alors, j'ai venu ici euh, au Canada. Puis, quand tu fais la immigration, ce n'est pas facile parce que je ne connaissais personne ici. Mais avec le karaté, pour ça, c'est bien de faire du sport parce que tu vas trouver plein de gens partout au monde. Tu vas te bien relier avec eux. Je me suis présenté en école de karaté ici, puis je ne parlais pas français, juste un peu anglais. Et l'entraîneur là-bas me disait des techniques, mais les techniques sont en japonais. Puis je comprenais bien les techniques, puis c'était, c'était pas mal extraordinaire. Puis maintenant, parce que je vis au Canada, je pense que c'est une des meilleures places au monde de vivre. J'aime vraiment ça, surtout Montréal, surtout Québec. On est content d'entendre ça. Est-ce que vous avez suivi des cours dans des écoles de langue? Vous avez appris un peu de façon autonome avec des amis ou même peut-être de la famille? Oui, euh, c'est vrai, la langue française, c'était pas facile quand j'ai commencé parce qu'il y a beaucoup de verbes. Tu te dis, oh, c'est quoi ça? Euh, Même maintenant, ça m'arrive des fois, je parle dans le passé ou dans le futur, pas dans le présent. On apprend, on est dans l'apprentissage. Si tu te dis que je connais tout dans un domaine, ça veut dire que tu connais rien. Alors, Mhm. j'apprends tout le temps quelque chose. Et c'était pas facile. Je suis allé à l'école, puis j'ai remarqué que les latins, Roumanie, c'est un pays latin. Le Latine-Amérique, c'est un pays latin aussi. Puis il y a des mots similaires avec la langue française, roumain, français. Je dis comme, oh, ça c'est dans notre langue aussi. Je dis, oh, ça c'est dans le français aussi. Alors je me suis adapté, je peux dire, pas facile, mais rapide. Et parce que je suis un athlète, je suis ceinture noire, j'étais un athlète, je suis ceinture noire. Qu'est-ce qu'on a dit? Persévérance. La persévérance, ça mène loin. J'ai pratiqué à l'école, mais parce que je voulais vraiment réussir et vraiment améliorer mon français le plus vite possible. J'ai pratiqué à la maison aussi et je regardais des films en français. Je ne comprenais pas tout au début, mais ça m'a amélioré avec la pratique. OK, très bien. Et dans l'intégration à la société canadienne ou même dans la province de Québec, est-ce que vous avez rencontré aussi des difficultés? Puis comment est-ce que vous les avez surmontées? Est-ce qu'il y a eu des situations difficiles puis que vous avez réussi à hein, passer par-dessus? Oui, il y a quelqu'un qui est déménagé d'un pays dans un autre pays. Puis il va dans ce pays, il demande au président, hey, c'est comment les gens dans ce pays? Et le président de ce pays, ils disent, ben, c'est comment les gens dans ton pays? Ben, les gens dans mon pays sont pas gentils, sont méchants, sont des voleurs, j'aime pas, sont corrompus, j'aime pas ça. Pour ça, j'ai immigré ici parce que sont pas bons. Puis la personne, le président de ce pays, il dit, ben, la même chose ici. Mais une autre personne, il a immigré dans le même pays, dans ce pays.
Et le président il dit, ben, sont comment les gens dans ton pays? Les gens dans mon pays sont vraiment gentils, sont respectueux, ils ont de bonne humeur, ils sourient quand ils te parlent. Puis le président, il a dit, bon, les gens ici sont des mêmes, sont la même chose. Mais qu'est-ce qu'on apprend avec cette histoire? C'est que ça dépend de toi, qu'est-ce que tu amènes autour de toi. Si, comme je disais tantôt, si tu donnes du respect, tu reçois du respect. Si les gens autour de toi en Roumanie étaient gentils, respectueux, ce sera la même chose au Canada. Moi, j'ai remarqué autour de moi ici, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, très gentils. Et ils me disaient comme, moi, j'ai parlé un peu français. Oh, ton français, c'est extraordinaire. Je dis comme, oh my God, vous êtes vraiment gentil. Mais je savais qu'il essaie de m'encourager. Alors, c'était extra. Je me suis senti bienvenu au Québec. C'était comme, wow, les gens ici sont vraiment bien. Euh, Puis c'est vrai, une fois dans le magasin, c'est une madame qui m'a dit, bon, je ne sais pas, il avait une affaire des souliers parce que les souliers, c'était un peu brisé. Je dis, je ne peux pas acheter ça, c'est un peu brisé. Puis la madame a dit, monsieur, va dans ton pays. Oh, j'ai commencé à rire. Oh, c'est correct, non, j'aime le Canada, je reste ici. Mais j'étais pas comme oh, frustré, il m'a dit ça. Non, c'est son problème. C'était frustré, c'est son problème. Ça ne veut dire pas qu'elle doit dégager le nerf sur moi. C'est comme si quelqu'un essaie de te donner un cadeau, tiens ça, tiens, tiens. Mais toi, tu ne reçois pas le cadeau. C'est pas ta bouteille, c'est toujours à lui. Les cadeaux, c'est quand tu les reçois. La madame voulait me donner de quelque chose de mal, de nerfs, de frustration. Moi, je l'ai refusé. J'ai refusé son cadeau. Alors, ça dépend de nous si on veut accepter les cadeaux ou les refuser. Ouais, déjà, je suis content de voir que ça s'est bien passé puis que malgré certaines exceptions avec des personnes qui peuvent être déplaisantes aussi, on voit que vous êtes très zen. Hein? Oui, Donc, j'accepte pas la mauvaise énergie de l'autre personne. Alors, hein, on passe à d'autres choses. C'est bon, c'est bon. c'est ça. Je veux continuer ici. Des fois, comme chez Rudy au karaté, on parle des mots de la semaine. Et, je parlais des mots de la semaine un jour. Je disais que même dans le trafic, je suis calme. Il y a quelqu'un qui se dépêche, qui fait des klaxons. Peut-être cette personne, il doit aller vite à l'hôpital ou quelque chose qui s'est passé mal dans sa vie, puis il se dépêche. Je le laisse passer sans être frustré. Mais il y a des parents qui m'ont dit, oh, c'est vrai, des fois je suis nerveux au volant quand je suis en train de conduire. Maintenant, je veux prendre ton conseil, sensei, je veux être zen au volant. Exact. Et puis, selon vous, c'est quoi les avantages de parler plusieurs langues? L'avantage de parler de plusieurs langues, c'est que tu comprends, tu peux te débrouiller, qu'est-ce qui se passe autour de toi, si tu voyages dans le pays que tu parles la langue. Par exemple, à cause que je suis entraîneur d'équipe du Canada, récemment, j'ai voyagé dans plusieurs pays comme Nicaragua, Mexico, Équateur dans les dernières 2 années, Chili. Puis français, c'est latin, une langue latine, roumain, c'est une langue latine. En plus, j'ai regardé des films dans le passé dans la langue espagnole et je peux dire que je me débrouille dans la langue espagnole. Les personnes me parlaient, puis le dernier pays que j'étais récemment, c'était en Chili, puis ils ne parlaient pas anglais ni français. J'ai dit, bon, c'est intéressant, alors je vais pratiquer mon espagnol. Puis ça fonctionnait très bien, les gens comprenaient qu'est-ce que je disais. Et, moi, je comprenais qu'est-ce qu'ils disaient. Alors, c'est bien de te débrouiller, ça va t'aider. Puis en plus, c'est cool. Tu parles plusieurs langues, c'est comme, ouh. C'est impressionnant. Oui. Ben justement, avant de faire l'entretien, on parlait aussi dans les dernières semaines hein, de vos voyages. Vous disiez vous auriez peut-être des anecdotes sur le Mexique ou justement des compétitions que vous avez faites par là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager? On sait qu'on a plusieurs élèves, nous, qui viennent du Mexique. On leur dit bonjour. Oh, oh, bonjour, Mexique. Oh, je suis allé plusieurs fois au Mexique. Je suis allé à Capo San Lucas, je suis allé à Cozumel, Playa del Carmen,
et surtout à Guadalajara. Et ici, c'est peut-être je vais trouver des anecdotes dans cette expérience, mais surtout c'était une expérience une des plus importantes dans ma vie. C'est que c'était les Jeux panaméricains. Puis les Jeux panaméricains, c'est très, très, très difficile à se qualifier. J'ai réussi à me qualifier. On était seulement 2 gars du Canada. Je suis allé à Guadalajara, j'ai compétitionné. On avait un grand bâtiment juste pour les Canadiens. J'étais tout content. Puis j'ai même gagné une médaille. J'ai gagné la médaille de bronze. Et ici, c'est écrit Guadalajara. C'était en 2011. J'ai aimé beaucoup là-bas. On riait, on faisait plein de blagues. Il y avait on changeait l'équipement, puis on avait des blagues avec les autres pays, on faisait des amis parce que on était comme on s'est rencontrés avec les Mexicains, avec les Colombiens, avec les Argentiniens, avec les États-Unis. On était tous comme une famille. On était bien, on s'amusait. Je ne me rappelle pas exactement les anecdotes maintenant, mais c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui vous motive dans la compétition, puis même d'entraîner des athlètes avec l'équipe canadienne? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Moi, je pense un peu en arrière, puis parce qu'il avait plusieurs raisons pourquoi je voulais faire la compétition quand j'étais plus jeune. C'est parce que je voulais voyager, puis chez nous, en Roumanie, si tu deviens champion, tout va être payé pour toi. Alors, je me suis entraîné, pour ça. Et un deuxième, d'avoir le sentiment d'être là, sur la première place. Tu représentes ta famille, tu représentes toi-même, bien sûr, tu représentes ton pays. Et dans des événements internationaux, quand tu gagnes la première place, ils vont jouer les hymnes nationaux de ton pays. Ça, c'est un souvenir que tu ne peux jamais oublier, de représenter ton pays. J'ai entendu plusieurs fois les hymnes nationaux de la Roumanie et aussi les hymnes nationaux du Canada. J'ai représenté aussi le Canada et j'ai monté sur les premières marches plusieurs fois. Cette expérience et aussi de se pousser chaque jour. C'est vrai, je m'entraîne dans le dojo, dans la salle de karaté. Et aussi, je veux voir mes entraînements donner du résultat. Est-ce que si je me pousse contre des autres, est-ce que je vais réussir? Si je gagne 3e place, est-ce que ça va me motiver de retourner dans mon dojo pour m'entraîner pour la première place? Puis ici, j'ai attendu quelque chose de similaire, mais moi, je l'ai créé pour moi, pour comprendre bien. Si je m'entraîne pour 3e place, ce sera le même entraînement comme la première place, l'entraînement pour la première place? Non, ce n'est pas la même. Si tu t'entraînes pour la première place, l'entraîneur, c'est plus rigoureux, c'est plus fort. Si tu t'entraînes pour la 3e place, tu dis, je veux juste la 3e place, peut-être que tu réussirais 0 médaille. Mais si tu t'entraînes pour la première place, peut-être tu réussis première place, un peu plus bas, 2e place. Ça, c'est la compétition. Ta idée à t'auto-dépasser. C'est vrai, tu vas compétitionner contre les autres dans les images. Dans l'image en bas, je me suis battu contre Luis Arias et Mexique. J'ai fait égalité avec la Mexique dans cette compétition. Et l'autre d'avant, c'est Venezuela. Je me suis battu contre eux. Mais ce n'est pas que je l'ai battu, ils m'ont battu. C'est que toutes les trois, on a gagné. On s'est auto-dépassé. Et grâce à eux, et eux grâce à moi, on s'est amélioré. Ça, c'est la force de la compétition, parce que ça peut t'aider à t'améliorer plus. C'est ça. La motivation, c'est un peu, je veux être meilleur que moi-même. Hein? Je veux être meilleur que j'étais hier. Demain, je vais être encore meilleur et l'autre jour aussi. On n'est pas en guerre contre les autres. On fait une compétition pour aussi montrer ce qu'on est capable de faire, puis les autres nous motivent en même temps. On voit ce qu'ils sont capables de faire et puis leurs efforts et des fois leurs exploits. Hein? Ça peut être, mais évidemment, dans le contexte du karaté, on sait qu'il y a des gens très rapides, hein? Mais ça peut être la même chose si on court, si on fait du vélo.
si on fait des sports aquatiques d'ailleurs, hein, comme du kayak ou en canot. Donc, ça peut être impressionnant de voir ce que les autres font. C'est vrai, Michael, tu les connais très bien. C'est comme ça dans la vie, il faut s'auto-dépasser. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y aurait un mot que vous aimeriez partager avec nos jeunes, hein, qui sont des adolescents, hein, qui approchent de l'âge adulte aussi pour certains? Qu'est-ce que vous aimeriez partager dans votre parcours pour adresser aux jeunes? J'ai une photo et une histoire. Et ça j'espère que ça va les aider à comprendre. Ah, voilà, je voulais aller au Paris quand j'étais petit et j'ai réussi. Alors, si tu mets quelque chose dans ta tête, tu vas réussir. Ici, je vous présente l'équipe du Canada. L'équipe du Canada au championnat du monde. Quand j'étais plus petit, je me suis dit, pas plus petit, j'avais comme 18 ans, 19, je me suis dit, je veux entrer dans l'équipe du Canada, d'aller au championnat du monde. Les autres, ils ont commencé à rire de moi, des collègues, que c'est impossible, le Canada, c'est loin. Mais ici, c'est une photo qui sont juste des Canadiens dans la photo. OK? Lui, en arrière, c'est original de Inde. Tous les Canadiens, OK? On est une équipe de Canada. Original de Inde représente Canada. Deuxième, c'est en arrière, c'est moi, original de la Roumanie, on représente le Canada. Troisième, original de Haïti, il représente Canada. Quatrième, original de Hong Kong, la Chine, Canada. Premier représentant vient de Québec. Il représente le Canada. Qu'est-ce que j'ai appris avec cette histoire? Et je vous transmets à tout le monde. Le plus important, c'est pas d'où tu viens. C'est important où tu t'en vas. C'est pas important que tu peut-être te dis que tu n'as pas les moyens, j'ai pas l'argent pour faire ça, j'ai pas l'entraîneur pour faire ça, j'ai pas les connaissances. Mais non, surtout maintenant, les connaissances, tu peux trouver tout sur Google. Peut-être tu peux chercher, tu peux demander à tes professeurs, tu peux demander de l'aide à quelqu'un. Comment, mais sur Google, comment je peux faire d'argent? Je ne sais pas, pour voyager à cette compétition. Il y a plein de solutions. Ce n'est pas important d'où tu viens, c'est important où tu veux t'en aller. Si tu veux quelque chose, tu peux t'en aller. Moi, je suis dans l'équipe du Canada. Peut-être que ce n'était pas réaliste pour les autres. Pour moi, si je veux, je peux. C'est vrai qu'on a des obstacles. C'est à toi de décider si tu vas arrêter à premier obstacle ou tu vas dire, bon, c'est juste un obstacle, je vais voir comment je peux le dépasser. C'est qui je peux demander pour m'aider à dépasser cet obstacle. Ça dépend de vous. Si tu ne réussis pas dans quelque chose et tu vas lâcher, trouve pas des excuses que ah, j'ai pas réussi à cause de ça, j'ai pas réussi que j'ai pas d'argent, j'ai pas eu le temps. Ça, j'entends très souvent. J'ai pas le temps. J'ai pas eu ça, j'ai pas. Non. Trouve. Si c'est important pour toi, tu vas réussir. Oh, très bien, parfait. Mais merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, Alexandru. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Hein? Profitez bien de la vie. Dépassez-vous. Utilisez votre temps intelligemment. Hein? Bien sûr, on comprend ça. Persévérez. Donc, très bien. Merci. Persévérance, ça m'aide bien. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui veut m'écrire un message ou des questions, il peut me faire par toi ou Absolument. par ma page Instagram. Tu peux m'envoyer un email. Puis, c'est sûr que je vais le répondre. Ce sera un plaisir. Peut-être je vais faire une vidéo. Ce sera un plaisir de pouvoir aider à l'extérieur du Canada ou même à l'extérieur de Montréal. Ben oui, bien sûr. Okay? Ben, merci beaucoup. Et restez persévérant et disez-vous, oui, j'ai peur.